Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue et merci de votre présence à ce troisième rendez-vous de la première édition de la Semaine de l'Entente pour tous. Je suis ravie de passer ce moment avec vous et d'animer ce webinaire, mais je ne serai pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'être aux côtés de Agnès Tavel, avocate et médiateur professionnel. Bonsoir Agnès. Bonsoir Annie et bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de commencer, Agnès, on va d'abord aller faire, c'est presque un rituel maintenant, on va aller faire ce petit tour en régie pour nous assurer que tout se passe bien au niveau de la technique. Jérémy? Bonjour à tous. Super, merci Jérémy. Donc, ça veut dire que le chat est ouvert, vous pouvez d'ores et déjà interagir et puis plus tard, vous pourrez poser vos questions et apporter vos contributions. Alors, avant de commencer, je voudrais rappeler à nos invités qui étaient là hier et avant-hier et informer les personnes qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui que lundi, avec Jean-Louis Lascou et Henri Sandros-Mila, nous avons posé les bases, nous avons donné les fondamentaux du paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Hier, avec Fabien Héon et Jean-Louis Lascou, nous avons parlé du dialogue social, avec la thématique « L'entente sociale et l'entreprise ». Demain, jeudi, il sera question de la profession de médiateur au service des ententes avec Jean-Bruno Chantraine et Jérôme Messin-Guéral. Et vendredi, dernier webinaire de cette semaine de l'entente, on parlera d'apprentissage avec cette thématique « L'entente, ça s'apprend ». Et ce sera un webinaire qui sera animé par Jean-Louis Lascou et Walter Gilpin. Mais pour ce soir, Agnès, nous proposons à nos invités de plonger avec nous au cœur de la profession de médiateur. Alors, on l'a déjà dit lundi et mardi, le médiateur professionnel, c'est cet expert de la relation qui accompagne les personnes dans l'élaboration de leurs projets. Et cela, en dehors de toute dynamique conflictuelle. Et puis, le médiateur professionnel, c'est également ce tiers de confiance qui intervient dans la résolution d'un conflit. Et c'est sur ce point, ce soir, que nous allons nous arrêter, que nous allons faire un focus. Donc voilà, en plongeant au cœur de la profession de médiateur, on va voir comment ce médiateur professionnel intervient, donc son cadre d'intervention. On va parler du processus structuré, on va parler de posture de distanciation, on va parler de la saisine du médiateur professionnel, également d'éthique et de déontologie, et puis aussi des moyens qui sont à votre disposition pour pouvoir contacter le médiateur le plus proche de chez vous. Et avant de commencer tout ça, comme une sorte de mise en bouche, nous vous proposons d'écouter des médiateurs professionnels qui vont raconter leurs expériences lors de leurs interventions en médiation. Alors, évidemment, comme il y a une garantie de confidentialité qui est respectée par l'ensemble des médiateurs professionnels, il n'y aura pas ces petits détails qui vous permettraient d'identifier les personnes, mais ce sont des récits qui sont quand même suffisamment étayés pour que l'on puisse comprendre comment un médiateur professionnel intervient lorsqu'il est saisi par une demande de médiation. On se retrouve juste après. Je suis désignée par la Cour d'appel dans le cadre d'un litige qui oppose une SARL avec une SCI. C'est une dette locative, la SCI louant à la SARL, et le montant de la dette locative est assez important puisqu'on dépasse les 200 000 euros. Donc, dans la décision de justice, je n'ai rien. Je contacte les deux avocats qui sont des avocats parisiens et j'apprends à travers l'entretien que j'ai eu que déjà, à la tête de la SARL et de la SCI, eh bien, il y a en fait deux époux qui sont en instance de divorce durant plus de 10 ans. Et même les avocats, je veux dire, n'en peuvent plus. N'en peuvent plus parce que toutes les procédures qu'ils ont pu faire, ils les ont faites. Toutes les stratégies juridiques, ils les ont faites. Alors, j'ai reçu monsieur, madame, en entretien individuel, 1 heure chacun. S'en est suivi donc une réunion de médiation avec madame qui s'était fait assister de son avocat, mais qui est restée en retrait. Eh bien, le résultat est très intéressant déjà lors de cette première réunion et puis lors de la deuxième réunion. Et d'ailleurs, les avocats n'en revenaient pas. On est arrivé, en définitive, à apaiser le conflit au sens émotionnel du terme, mais à réfléchir, du coup, plus rationnellement
Et le résultat a été qu'en définitive, bien, on a renoncé à cette dette locative qui n'était en définitive qu'une stratégie. Hein. Mais on est arrivé au bout de 10 ans, un divorce par consentement mutuel, suivi d'une liquidation de communauté qui, en définitive, il n'y avait qu'un bien commun, l'ancien domicile conjugal. Monsieur l'a laissé à madame, compensation faite avec la prestation compensatoire. Et puis, entre la SCI et la SARL, eh bien, je peux vous dire que c'était un véritable village de vacances, en définitive. Hein. Ce n'était pas qu'une petite SCI, qu'une petite SARL, c'était un village de vacances qui était exploité. Dans le cadre de la SCI, eh bien, la SARL, ne rapportant plus rien en termes de bénéfices, eh bien, a été liquidée d'un commun accord. Les biens ont été rapportés à la SCI et ils se sont entendus sur une valeur. Et sur la base de cette valeur, eh bien, il y avait une option possible, soit madame donc trouver un acquéreur, ou bien madame racheter les parts de monsieur pour le désintéresser de ses parts dans le cadre de la SCI. Vous voyez que c'est 10 ans de procédure, une ruine, j'imagine, vis-à-vis des frais d'avocats, des cours et autres. Et là, c'était vraiment renouer le lien dans le cadre d'un dialogue constructif entre les deux époux. Et même, j'allais dire, hein, pour finir la petite histoire, entre les deux avocats qui ne pouvaient plus se voir parce que le conflit avait tellement débordé dans leur cabinet qu'entre eux, ils ne se parlaient même plus. Voilà. Justement, ce qui me vient à l'esprit quand tu me poses la question, c'est plus une médiation qui était conventionnelle, pour le coup, qui m'est envoyée par un notaire, qui a un problème avec une succession dans laquelle il y a une fratrie de 4 personnes, dont une des personnes est au pénal. Et donc lui, le notaire, il est un peu submergé par ce qui lui arrive. Il se dit, oh là là, ça c'est un dossier qui va rester 2 ans sur mon bureau, je ne sais pas quoi. Et il fait appel à moi. Et en 2 mois, le dossier était débloqué. J'ai rencontré chacune des parties, tout simplement. J'ai suivi le processus de la médiation professionnelle. J'ai fait des entretiens individuels avec notamment la personne qui est au pénal. Donc, on a bien séparé les affaires, pénal et puis l'affaire de la succession d'une maison. Bon, une fois que c'était basé, j'ai fait 3 réunions quand même. Et à l'issue de ces 3 réunions, il y a eu un lâcher-prise total de la part de la personne qui est au pénal sur les droits de succession. Et donc, ça a été réparti ensuite de manière équitable entre les 3 membres de la fratrie restante. Et à l'issue, au bout de 2 mois, j'ai rendu un accord au notaire qui en revenait pas. Mais il m'a dit qu'il il n'aurait jamais réussi cette histoire. Comme je le disais au début, il pense qu'elle serait restée de nombreuses années sur son étagère parce que les parties, quand il les avait dans son bureau, c'était la foire dans le poigne et il ne savait pas comment s'en débattre. En plus, il avait un a priori donc, très fort du fait qu'il y ait une des personnes qui soit en procédure pénale. Et il était très étonné de la rapidité avec laquelle cette médiation avait pu aboutir à ce que les personnes réfléchissent en dehors de ces aspects qui effectivement étaient impactants, mais qui réfléchissent centrés sur la problématique de la succession. Alors, mes actions, ça va du bornage de terrain litigieux aux allocations chômage qui ne sont plus versées, du bruit de la tondeuse à la location de maisons ruisselant d'humidité, de la poubelle qui est posée systématiquement devant chez le voisin, à l'accusation d'exhibition sexuelle, des insultes, à la soumission de certaines personnes devant certaines administrations, des fâcheries entre voisins, à la reconnaissance d'une personne en travail handicapé. Il y a toujours l'instant où jaillissent la gratification et la mise en valeur de mon engagement. Par exemple, les 1 800 € dus par l'administration depuis des mois qui arrivent sur le compte bancaire d'une personne plutôt en galère. La réconciliation de personnes qui ne s'adressaient plus la parole depuis plus de 10 ans, et bien d'autres résolutions de problématiques dont certaines ont permis d'éviter des catastrophes humaines. Mon rôle principal est bien d'accompagner les personnes vers une libre solution ou décision. Par exemple, dernièrement, j'ai permis à une dame d'un certain âge de récupérer la somme de 475 €. La valeur pour elle d'une fin de mois beaucoup moins stressante qu'habituellement. Alors, le résultat financier est une satisfaction, certes,
mais c'est dans la manière que le résultat prend toute sa valeur. En effet, la dame d'un certain âge n'a pas été assistée. Nous avons échangé sur les différentes possibilités qui s'offraient à elle, afin d'aborder au mieux la problématique. En définitive, sur le résultat, je n'y suis presque pour rien, c'est madame qui a fait les courriers, qui a pris en charge les appels téléphoniques. Cette dame a pris confiance en elle, ne s'est plus cachée derrière sa vieillerie, comme elle disait, et sa victimisation à une incapacité intellectuelle. Elle a retrouvé un positionnement social et le droit d'existence. Depuis 7 ans que je suis médiateur, effectivement, je suis intervenue dans différentes entreprises, mais également en judiciaire, auprès des familles et plus particulièrement dans certaines des écoles. Voilà, j'interviens dans des collèges et des écoles primaires. En fait, j'interviens beaucoup avec les enfants, mais également auprès des enseignants, parce qu'ils n'ont aucune formation en qualité relationnelle et donc il est important de les outiller déjà eux pour qu'ils puissent ensuite le transmettre aux élèves. Donc les enfants, les enseignants, la direction, et on fait le lien avec les parents pour que vraiment toute la boucle soit faite dans le but de créer de l'entente et de la qualité relationnelle. Alors au début, surtout quand mes interventions se font en début d'année, parce que c'est sur une année scolaire, on retravaille surtout le règlement intérieur en fait, de l'école et comment se l'approprier en classe. Donc on le transforme déjà en qualité relationnelle si c'est pas déjà fait les années précédentes et on le fait, enfin c'est eux qui le construisent en fait, en positif. L'exemple le plus courant c'est il est interdit de courir dans les couloirs, ben, je me déplace en marchant. Après on va travailler sur l'entente au sein du groupe classe, c'est-à-dire moi individu élève, comment je m'implique et comment je suis dans le groupe classe qui est la collectivité et ensuite l'école. On travaille aussi sur la posture d'autorité. Est-ce que ce que l'enseignant dit, est-ce que ce que les directeurs disent, ce que nos parents disent doivent être pris pour argent comptant? Est-ce qu'on ne peut pas le remettre en question? On travaille sur plein de petites choses comme ça, on travaille sur le conflit, on travaille beaucoup sur l'entente et on les fait réfléchir sur plein de sujets. Ils ont des sujets tels que le respect par exemple, l'entente, ça revient énormément aussi. Voilà, le but c'est vraiment pas d'aller contre, l'adulte n'est pas une opposition, mais plutôt de se dire est-ce qu'on ne peut pas le mettre à un même niveau, voilà, est-ce qu'on ne peut pas être de façon transversale et non pas avec des postures d'autorité. Et puis on travaille beaucoup aussi sur les enseignants, on les fait réfléchir à ce qu'ils viennent chercher eux tous les matins quand ils viennent à l'école. Mais force est de constater qu'ils ne se sont jamais posé cette question. Oui. Et donc voilà, il y a un cadre que pose l'éducation nationale. Est-ce que ce cadre il peut pas être remis en question? Comment eux ils se l'approprient, comment ils sont impliqués et comment ils le transmettent aux enfants. Donc on travaille beaucoup là-dessus et beaucoup en début d'année et après les interventions elles sont ponctuelles au gré des changements qui peuvent intervenir, des conflits, des habitudes, voilà. Et puis après ça peut être des outils, par exemple quand il y a un conflit, ils vont écrire sur un petit mot puis ils vont le mettre dans une boîte qu'on a appelée le frigo par exemple. Et comme ça, peut-être que ça refroidit et le moment où moi je réinterviens, soit quelques semaines ou quelques jours après, on ressort puis on voit si c'est refroidi ou si c'est encore un peu tiède, un peu chaud. Et comme ça, on en parle ensemble et on s'aperçoit, et eux s'aperçoivent que souvent, en fait, le fait de le mettre au frigo, il refroidit tout seul et l'adulte n'a pas besoin d'intervenir. Il s'agissait de l'histoire d'un couple divorcé depuis 6 ans et qui n'avait pas retrouvé de sérénité à cause d'un partage de biens qui n'avait pas été effectué. J'ai été saisie par l'avocat de monsieur qui m'expliquait que voilà, le juge a souhaité que ce couple ait recours à une médiation pour tenter de trouver une solution aux conflits qui les opposaient depuis fort longtemps et pour lesquels ils avaient le sentiment d'avoir tout essayé. Donc, j'ai reçu monsieur, c'est lui qui prend contact avec moi pour me faire part de la demande du juge. J'ai bien ressenti dès le départ dans ses propos le fait qu'il n'avait pas trop confiance en cette énième démarche, dit-il, qui est la médiation professionnelle. Il attendait de moi juste de lui permettre d'atteindre ses objectifs, qui étaient de bénéficier d'une attestation qu'il pourrait renvoyer à son avocat pour justifier de sa bonne foi, étant convaincu que son ex-épouse n'avait aucune raison de changer de point de vue, et lui aussi. Donc, pour lui, c'était déjà, la chose était bouclée dès le départ. La médiation ne servait pas à grand-chose. Voilà, donc c'est vrai que son état d'esprit a conditionné un petit peu le démarrage de cette médiation, qui était une médiation assez difficile face à quelqu'un qui n'avait pas trop envie d'entendre. Donc, j'ai vu qu'au fur et à mesure de nos échanges, que monsieur réfléchissait à ce que je lui disais.
Donc, il y avait une plus forte adhésion au travail de la médiation. J'avais le sentiment que j'avais touché à quelque chose dans ce que je lui disais et bien évidemment, j'ai vu qu'il avait du mal à gérer ses émotions à ce moment-là, mais une autre émotion, qui était un homme qui s'interrogeait, un homme qui fond l'âme et qui m'explique qu'au fait, il vient de comprendre qu'il y avait dans sa relation avec madame beaucoup de zones d'ombre, de choses qu'il n'avait jamais pu exprimer, pu verbaliser et que brusquement, pour des raisons que lui, il ignorait, il ne comprenait pas, qu'il sentait le besoin de les exprimer. Et c'est de là qu'il m'a fait part de pas mal d'aspects de sa vie, de liés à son enfance, à son histoire de vie. Et il se rend compte que cette maison n'était plus qu'une stratégie qu'il avait mise en place au service de ses propres besoins, qui était un besoin de reconnaissance. Bon, au passage, c'était pas quelqu'un qui était dans le besoin au niveau matériel. Donc, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui se joue, quelque chose qui remonte à la surface, qui n'avait jamais été exprimé par ailleurs, alors qu'ils avaient plusieurs années de procédure. Ils étaient dans un contentieux qui était interminable. Il était question pour moi, à l'issue de cet entretien, bien évidemment, de rencontrer madame, puisque le but de la première rencontre de cet entretien, c'était de préparer la réunion entre les deux. Monsieur m'informe de son souhait d'entamer lui-même une démarche vis-à-vis de sa femme, qui elle-même, peu de temps après, m'appelle pour me confirmer les dires de monsieur en me disant que j'ai eu un appel de mon ex-mari. Nous allons nous rencontrer. Et elle-même très surprise en me disant, j'ai l'impression d'avoir affaire à un autre homme. C'est pas ce que vous lui avez dit, ni même ce que vous lui avez fait. Mais en tout cas, il m'a appelé pour une fois, il était apaisé, il n'y avait pas vis-à-vis de moi d'agressivité comme d'habitude. Et donc, j'irai au rendez-vous et je souhaiterais que cette médiation se poursuive si toutefois on n'arrive pas à se parler très simplement et trouver ensemble une solution. Eh bien, écoutez, j'ai eu aussi un retour de l'avocat qui m'a remercié pour mon travail puisque le dossier a pu être débloqué et ces personnes ne font plus partie des fichiers de la justice. Évidemment, ce fut pour moi une grande joie de voir que 2 heures de temps a suffi à peut-être, je ne dirais pas balayer d'un revers de main, mais rebattre les cartes de telle sorte que monsieur puisse trouver le chemin de la raison. Eh bien, on peut maintenant dire merci à l'ensemble des médiateurs qui ont accepté de partager avec nous leur expérience. Et un merci également à Marie-Georges qui nous amène à tous le sourire. Et par rapport à cette dernière vidéo, ça évoque l'idée de cette différence entre 2 paradigmes. Le paradigme du contrat social qui va mettre en avant l'aspect juridique des relations. Et c'était le cas dans cette relation qu'a eu à connaître Marie-Georges, puisque les époux divorcés allaient de procédure judiciaire en procédure judiciaire et que monsieur n'allait en médiation que pour pouvoir ensuite obtenir l'attestation qui lui ouvrait la porte des tribunaux. Et donc, il souhaitait mettre en avant cet aspect juridique de la relation pour faire valoir ses droits. Et en 2 heures de temps, 2 heures d'entretien individuel avec un médiateur professionnel, expert de la relation, et bien là, on observe ce changement de paradigme. Et c'est-à-dire qu'on passe du paradigme du contrat social au paradigme de l'entente sociale. Et à partir du moment où monsieur a eu ce déclic, il met en avant plutôt la relation avec son épouse, mais dans son aspect émotionnel, c'est-à-dire dans l'idée de s'entendre avec son ex-épouse. On voit qu'il change radicalement de posture et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de recourir à l'expertise d'un médiateur professionnel qui va en dégonflant, je dirais, l'aspect émotionnel de la relation, faire prévaloir l'entente entre les personnes, parce que lorsque l'on s'entend, on peut mettre en avant tout projet. Et même, je dirais, dans un projet de rupture de la relation conjugale, on peut s'entendre sur les modalités de la rupture, plutôt que d'aller se les voir imposer par un tiers qui va appliquer la loi, appliquer le droit. Et ça, c'est un point qu'on approfondira donc demain lors du webinaire qui sera animé par Jean-Bruno Chantraine et Jérôme Messin-Guéral. Alors, exactement, Agnès. Et puis, alors, quand on entend tous ces témoignages, en fait, il y a des choses qui reviennent. On voit bien qu'il y a une structure
en fait, dans l'intervention du médiateur, alors qu'on n'entend pas dans la dernière intervention de Marie-Georges, parce qu'effectivement, ça a été écourté, mais tu pourrais peut-être nous dire comment se passe une médiation, que ce soit une médiation conventionnelle ou judiciaire, comment ça se passe quand le médiateur professionnel intervient? Oui, donc le médiateur professionnel va intervenir selon un processus structuré qui consiste à recevoir déjà individuellement chacune des parties en conflit lors d'un entretien qui va durer 1h30, 2 heures. C'est un entretien qui va permettre aux personnes de réfléchir à leur positionnement, à la façon dont elles sont en relation avec l'autre. Et de ce fait, cet entretien permet de préparer la rencontre qui aura lieu entre les deux personnes qui sont en conflit. Et donc, les entretiens individuels sont suivis d'une réunion ou peut-être plusieurs réunions si nécessaire. Voilà, donc en tout cas, il n'y a jamais de réunion d'emblée. L'étape préalable à toute médiation professionnelle, c'est de recevoir individuellement chacune des personnes. D'accord. Et ça, même dans le cadre, par exemple, parce que là, c'est lorsque ça concerne 2 personnes, mais dans le cadre d'une entreprise, par exemple, où tout un service pourrait connaître une dégradation relationnelle, ça se passerait de la même façon? Oui, il y aura autant d'entretiens individuels que de personnes concernées par le conflit, s'il s'agit de conflit. Mais je dirais de façon plus large, autant d'entretiens individuels qu'il y a de personnes concernées par le projet que le médiateur va accompagner. OK. Et puis, dans ces vidéos, on a entendu aussi parler de la posture de distanciation du médiateur. Alors, pour les personnes, évidemment, pour les médiateurs professionnels qui nous écoutent, ça a du sens, mais peut-être que pour nos invités qui ne connaissent pas du tout, il y a peut-être 2-3 mots à glisser sur le sujet. Oui, en tout cas, trois éléments. Je dirais dans cette posture de distanciation du médiateur professionnel, c'est une distanciation par rapport à 3 aspects. Une distanciation par rapport à toute autorité, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une autorité hiérarchique, de tutelle, une autorité culturelle. C'est ce qu'on va appeler l'indépendance du médiateur. Un deuxième point, c'est une distanciation par rapport aux parties. Que les parties fasse naître, je dirais, chez le médiateur peut-être de la sympathie ou de l'antipathie ou de l'agacement, eh bien, le médiateur, en sa qualité de professionnel, va être distant par rapport à ce qu'il peut ressentir, de façon à ne pas avantager l'un par rapport à l'autre ou désavantager l'un par rapport à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'impartialité du médiateur. Et le troisième point dans la distanciation du médiateur, c'est une distanciation par rapport à la solution que les parties vont être amenées à élaborer, à créer, à imaginer. Et c'est ce qu'on va appeler la neutralité du médiateur. D'accord. Et puis, il y a une garantie aussi qui est offerte aux personnes. Garantie. Tout à fait, c'est-à-dire que, oui, alors au-delà de cette posture de distanciation du médiateur, eh bien, ce dernier va offrir aux personnes qui viennent en médiation, enfin en tout cas, il va leur garantir la confidentialité des échanges. C'est-à-dire que tout ce qui va être dit dans l'espace médiation restera dans cet espace-là. Le médiateur ne va rien divulguer à l'extérieur. Et est-ce qu'il y a, pour toi Agnès, est-ce que tu as vu déjà qu'il y avait des limites dans l'intervention du médiateur professionnel? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des situations où vraiment la médiation professionnelle n'est pas du tout le recours adapté? Pour moi, il y a toujours matière à faire intervenir un médiateur professionnel, puisque à partir du moment où il s'agit pour des personnes de réfléchir à une situation qui ne leur convient plus, donc de trouver une solution, plutôt que de demander à quelqu'un d'autre de décider pour elle-même. Je trouve ça intéressant et judicieux, et surtout ça préserve la liberté d'expression et de décision de chacun, que de se faire accompagner par un médiateur professionnel. Ce qu'on peut observer, c'est qu'en tout état de cause, ça permet d'amener un apaisement chez les personnes. Elles vont être moins dans la rancœur, moins dans l'émotionnalité négative, si je peux le dire comme ça. Donc pour moi, c'est toujours judicieux de recourir à la médiation professionnelle. Alors, ce qu'on observe aussi, Agnès, dans la vidéo qu'on vient de voir, le témoignage des médiateurs professionnels, c'est qu'il y a des éléments de langage bien particuliers. Hein. D'abord, on va parler d'ingénierie relationnelle, on parle beaucoup de rationalité, mais il y a des références
qu'on trouve d'habitude et qu'on ne voit pas là. Par exemple, on ne parle pas d'empathie. Nous, on parle d'altérité. On ne parle pas de bienveillance. On ne parle pas d'acceptation. C'est peut-être un petit peu frustrant parce qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on veut parler du fait qu'on est en capacité d'accueillir les gens, on parle de tolérance. Et puis, quand on veut dire qu'on est proche des gens, on va parler de bienveillance, d'empathie. Et ça ne fait pas du tout partie de notre référentiel. Tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus ? Oui, ça ne fait pas du tout partie du référentiel du médiateur, qui lui aura un référentiel dans la pure rationalité et absolument éloigné de tout ce qui est le pathos. Donc, le médiateur n'est absolument pas quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui va être dans l'altérité, qui va utiliser l'altérocentrage, être centré sur l'autre, et qui, en toute rationalité, va lui faire des retours très logiques et très cohérents parce qu'il comprend ce qui est en train de se passer chez son interlocuteur. Le médiateur n'est également pas du tout quelqu'un qui est tolérant. C'est quelqu'un, on va être dans l'accueil. Nous, on va parler d'accueil. On accueille l'autre tel qu'il est, avec ses ressemblances, avec ses différences, parce que l'autre est dans la légitimité. Il est légitime d'être ce qu'il est, d'agir comme il est, de penser comme il est. Et donc, ce n'est pas de la tolérance, c'est de l'accueil. Et moi, ce sujet pour illustrer, peut-être faire prendre conscience de la différence de ces notions-là, entre ces deux notions, c'est de dire, vous préférez que je vous tolère chez moi ou que je vous accueille chez moi? Et là, tout de suite, on perçoit que l'accueil, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus large. Quand je vous accueille, je vous prends tel que vous êtes. Quand je vous tolère, déjà, je fais un effort et je prends sur moi. Voilà. Et donc, on n'est pas du tout dans la tolérance. On n'est pas dans la bienveillance non plus. Tu utilisais ce terme-là, Annie, pour dire que ce n'était pas le nôtre, évidemment. On est dans une autre représentation, une autre façon d'être en relation avec les personnes. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'on est quelqu'un, enfin, que le médiateur, en tout cas, est quelqu'un qui s'en fiche, etc. Non, c'est, je dirais, en tant que professionnel, on n'a pas à faire intervenir ces différentes notions. Voilà. Merci Agnès pour toutes ces informations. Et puis, bien sûr, quand on parle de médiateur professionnel, on parle du code d'éthique et de déontologie. Et là, justement, on a une capsule, c'est toi qui vas en parler et tu as été interviewé par Jean-Louis Lascou. Donc, on regarde cette vidéo. À tout de suite. Au-delà des 3 éléments de la posture de distanciation du médiateur professionnel que sont l'indépendance, l'impartialité, la neutralité, et au-delà de la garantie de la confidentialité, la déontologie recouvre 4 aspects, 4 éléments dans le code donc de déontologie du médiateur professionnel, c'est donc la partie 2 du Codéum. Il y a les aspects de la relation du médiateur avec les parties qui vont venir à la médiation. Il y a également ensuite des règles qui fixent le cadre de la relation que le médiateur va entretenir avec le prescripteur de médiation, c'est-à-dire celui qui va souhaiter voir mettre en place une médiation, mais qui ne sera pas partie à la table de la médiation. Il y a également un 3e élément dans ce cadre déontologique, c'est tout l'aspect des relations que les médiateurs vont entretenir entre eux. Et enfin, la communication du médiateur. Voilà, comment il communique pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, éventuellement dans les médias. Voilà, ces différents aspects de la déontologie du médiateur. L'un des médiateurs membres de la CPMN avait reçu une réquisition par officier de police judiciaire de communiquer toutes les notes, les comptes rendus, les rapports qu'il avait pu établir dans le cadre d'une médiation qu'il avait eu à mener. Ce médiateur a contacté le service juridique de la CPMN, de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, donc le syndicat de médiateurs professionnels, et pour demander quelle était la conduite à tenir. Est-ce qu'il devait déférer à cette réquisition? Est-ce qu'il devait communiquer les éléments qui lui étaient demandés? Ou est-ce qu'au contraire, il devait faire valoir la confidentialité qui est posée par la loi et qui est également posée par le Codéum, donc par notre code d'éthique et déontologie de médiateur professionnel?
Donc la démarche a consisté ensuite pour lui à contacter le commissaire qui lui avait envoyé cette réquisition pour dire qu'il ne communiquerait pas les éléments puisqu'il était tenu à la confidentialité, ce à quoi le commissaire lui a répondu qu'il n'y avait pas de confidentialité ou de secret professionnel à faire valoir et que s'il ne communiquait pas les éléments sollicités, eh bien, il aurait droit à une perquisition. Alors à ce moment-là, on est passé au stade d'un courrier. Donc on lui a fait une proposition de réponse écrite et dans laquelle il indiquait que le service juridique du syndicat de médiateurs était étonné de la réquisition ainsi reçue puisque le texte de loi qui pose le principe de la confidentialité prévoit certes des exceptions à ce principe et prévoit donc des situations dans lesquelles la confidentialité peut être levée, mais qu'en l'état actuel de la rédaction du texte, ces exceptions peuvent être levées à la discrétion du médiateur. Le choix est laissé au médiateur, ce n'est pas une obligation de lever la confidentialité, sauf à ce qu'il existe une directive ou une circulaire dont le service juridique de la CPMN n'aurait pas eu connaissance, et auquel cas, il était demandé à l'officier de police judiciaire de bien vouloir en informer le médiateur qui le remonterait au syndicat. Et donc voilà, les choses étant ainsi posées dans le courrier, le médiateur expliquait pourquoi le service juridique lui avait déconseillé de communiquer les éléments puisque on a besoin de la confidentialité pour que la médiation puisse être menée. Il est illusoire d'imaginer qu'on puisse mener une médiation si les personnes savent que le médiateur va pouvoir divulguer ce qui se dit entre quatre yeux. Donc suite à ce courrier, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de perquisition, le médiateur n'a pas été entendu, auditionné ou quoi que ce soit, l'affaire s'est arrêtée là. L'idée c'était vraiment de ne pas se laisser instrumentaliser. Parce qu'il est clair que si l'officier de police judiciaire venait demander au médiateur ses prises de notes, ses comptes rendus et ses missions, c'est qu'il ne lui était pas possible d'obtenir des éléments pour mener son enquête. C'est que l'enquête qu'il avait menée jusqu'à présent, visiblement, n'était pas assez étoffée. Et donc, il venait chercher chez le médiateur d'éventuels éléments. Éthiquement, pour le coup, on ne peut pas participer à cette instrumentalisation du médiateur. Ni éthiquement dans un premier temps, et déontologiquement non plus. Pour conclure, on pourrait dire que le médiateur professionnel est tenu à une éthique qui concerne ses comportements dans la vie en société, en dehors de l'exercice de sa profession de médiateur. Et il est également tenu à des règles déontologiques qui, là, s'appliquent strictement dans le cadre de ses missions de médiateur. C'est vrai qu'il existe un code reconnu par plusieurs organismes de médiation au niveau national, c'est le Code national des médiateurs, qui donc n'est pas du tout le même code que celui des médiateurs professionnels, puisque nous, notre référentiel, c'est le Codéum, Code d'éthique et déontologie des médiateurs professionnels, et c'est vrai qu'en comparant ces deux codes, qui fixent donc le cadre à suivre, le Codéum est bien plus étoffé dans le sens où il est bien plus exigeant. Le médiateur qui va se soumettre au Code national, les règles sont vraiment très minimalistes, très légères. Le Code d'éthique et déontologie des médiateurs professionnels est beaucoup plus structuré. On demande beaucoup plus aux médiateurs professionnels qui respectent ce Code d'éthique et de déontologie, ce Codéum, qu'aux médiateurs qui respectent le Code national. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire c'est pas simple d'évoluer dans ce cadre qui peut sembler fixe, rigide, et on ne l'a pas choisi. Je dirais si, enfin moi je l'ai choisi ce cadre, je suis pas obligée moi d'adhérer à la CPMN plutôt qu'à une autre organisation ou de n'adhérer à aucune association. Moi je fais le choix d'adhérer à ce syndicat parce que c'est celui dans lequel je me reconnais, je reconnais les valeurs défendues par ce syndicat. Les règles fixées par ce code d'éthique et de déontologie me conviennent, elles sont conformes à mes propres valeurs, et donc c'est pas difficile de les respecter puisque j'ai même pas à me dire tiens il faut absolument que je fasse comme ça parce que c'est la règle. Je dirais que ça me semble naturel, donc c'est loin d'être compliqué, au contraire. Ok, merci pour cet enregistrement, Agnès, qui a été fait par les bons soins de Jean-Louis. Donc, on voit bien que le médiateur a une structure extrêmement
à la fois souple, mais en même temps extrêmement clair sur à la fois les comportements et les attitudes qu'il peut avoir dans la société en général, et également sur sa façon d'intervenir lors des médiations professionnelles. Oui, tout à fait. Et c'est effectivement cette nuance entre l'éthique du médiateur et la déontologie qui va concerner principalement, enfin, et uniquement d'ailleurs, ses interventions en tant que professionnel. OK. Alors, puisque maintenant on en est là, donc ce qui serait important, c'est de pouvoir apporter des informations sur la saisine du médiateur professionnel. Tu peux nous en dire quelques mots? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire entre la médiation conventionnelle ou judiciaire, ça va être différent. Voilà, tu peux peut-être nous éclairer sur le sujet. Oui, alors dans les grandes lignes, sur la saisine du médiateur, on peut déjà s'interroger sur qui peut saisir le médiateur. Alors, le médiateur peut être saisi par les personnes qui sont en difficulté relationnelle, directement. Le médiateur peut également être saisi par l'avocat de l'une de ses parties. Le médiateur peut être saisi ou en tout cas désigné par le juge dans le cadre d'une ordonnance rendue par le juge. Là, on est dans le cadre, à ce moment-là, d'une médiation judiciaire, alors que quand il est saisi par les parties, on est dans le cadre d'une médiation conventionnelle. Voilà, je dirais, pour les trois grandes catégories de personnes qui pourraient désigner le médiateur. Après, la question, ça pourrait être de savoir comment désigner le médiateur. À ce moment-là, et comment choisir, comment est-ce que je peux avoir accès à un médiateur? Il est déjà possible pour les personnes de trouver les coordonnées du médiateur le plus proche sur Internet. Il y a un site dédié à ça, c'est le site Allo Médiateur. Voilà. L'ensemble des médiateurs professionnels sont référencés. Oui, d'ailleurs, on va en parler. Je t'interromps, mais c'est pour dire que juste après, on va parler du site allomédiateur.com. Oui. Voilà, une fois qu'on a trouvé les coordonnées, il est facile de contacter le médiateur par téléphone, par mail, je dirais par tout moyen. Il n'y a pas de formalisme pour cela. J'ouvre une parenthèse, mais juste en 2 mots, puisqu'on verra ce sujet demain avec Jérôme Messin-Guiral. Lorsqu'il s'agit de saisir le médiateur de la consommation, ce médiateur, on peut le saisir par voie postale ou par Internet directement sur le site du médiateur, et en l'occurrence le site de la société Médiation Professionnelle. Je referme la parenthèse pour cette thématique qu'on verra donc de façon plus approfondie demain soir. Et sur la saisine du médiateur, autre point, c'est la question des honoraires. Combien ça coûte de saisir un médiateur? Alors, dans la mesure où il ne s'agit pas d'honoraires réglementés, tout va dépendre de la discussion des tarifs de chaque médiateur. C'est vraiment du conventionnel. Par contre, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est à chacun éventuellement d'aller vérifier son contrat d'assurance, parce que certains contrats, dans le cadre de la protection juridique, c'est ce qu'on va appeler par exemple la garantie défense-recours éventuellement, les assureurs ont déjà pour habitude de financer une partie des coûts d'une procédure judiciaire, et de plus en plus, les assureurs vont également, mais pas tous, c'est pour ça qu'il faut vérifier, certains assureurs vont également financer le recours à la médiation. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller vérifier ce point-là. Alors, sachant qu'il y a évidemment des barèmes qui sont fixés par les compagnies d'assurance, et que le surplus d'honoraires que facturerait le médiateur serait à ce moment-là à la charge des parties qui viendraient à la médiation. D'accord. Juste une précision, dans le cadre d'une médiation judiciaire, est-ce que des personnes qui seraient en difficulté financière peuvent avoir des recours particuliers? Alors, dans le cadre d'une médiation judiciaire, si les parties remplissent les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle, à ce moment-là, effectivement, elles peuvent bénéficier de cette aide juridictionnelle pour couvrir les frais de la médiation. Ok, je crois que là, c'est assez complet. Et comme tout à l'heure, tu parlais d'Allo Médiateur, je voulais proposer justement qu'on puisse voir une capsule qui a été réalisée par Jean-Louis Lascaux et Richard Sadowski sur cette plateforme qui est mise à la disposition de tout le monde, du grand public, pour pouvoir contacter le médiateur professionnel le plus proche de chez vous, mais il peut être également loin. C'est pas, en tout cas, c'est une plateforme internationale puisqu'il y a
des médiateurs professionnels qui sont référencés aussi bien en Côte d'Ivoire, dans la Caraïbe, peut-être au Luxembourg, en Suisse et évidemment dans la France hexagonale. Donc, je vous propose qu'on regarde cette capsule. La profession de médiateur ne peut pas aller sans outils de communication, de promotion, et l'entente également, l'entente sociale, ne peut pas aller sans une communication la plus large possible auprès du public. Nous voulons toucher la citoyenneté, nous voulons toucher aussi les personnes qui sont directement impliquées dans des problématiques relationnelles ou qui sont aussi dans des projets relationnels qui a le sens de l'idée de la promotion de la qualité relationnelle et donc de l'entente et de l'entente sociale au travers de tout type de projet. Il n'y a pas seulement les relations dégradées. Pour faire ça, pour engager cette communication, eh bien, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Allo Médiateur. Et je l'ai mise au service de la profession de médiateur. C'est une plateforme qui permet à tous les médiateurs, jusqu'à aujourd'hui, des médiateurs professionnels, ça s'entend bien hein, dans mon propos, donc de pouvoir se faire référencer, s'identifier, d'écrire son activité et son champ d'intervention. On peut le trouver géographiquement. Et donc, c'était une initiative qui a déjà une dizaine d'années. Et toutes les choses vieillissent. Il était temps de faire évoluer ce projet et d'en arriver à quelque chose de plus fort. Hein, j'avais fait ça avec Jérémy Baudon, qui est l'artisan du développement Internet de nos outils de communication et qui est en charge de la communication à l'EPMN. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on a développé un autre projet avec cet outil et ce sera Richard Sadowski qui va prendre le relais de cette communication. Richard Sadowski va vous dire plus précisément ce dont il s'agit et la manière dont ce projet va fonctionner. Pour les personnes désireuses d'avoir un médiateur professionnel pour quelconque problème, aussi bien qualité relationnelle dans le travail ou pour problème de voisinage, ils pourront saisir Allo Médiateur en créant un compte de particulier ou, si c'est une entreprise, un compte d'entreprise. Il y a des éléments différents, il y a la dénomination. Si c'est un avocat, par exemple, il mettra sa profession. Et il prendra rendez-vous avec le médiateur, comme sur Doctolib, hein, c'est le même principe. Il y aura donc un médiateur qui sera à telle heure, tel jour disponible, soit en présentiel, soit par téléphone, soit en visioconférence. C'est le choix du médiateur, bien sûr. Donc, le client choisira. Il est important de préciser que tous les partenaires également pourront y être, être inscrits, s'ils le veulent bien, pour apparaître dans le médiateur. Chacun pourra avoir son propre agenda, gérer son agenda, visible par rapport aux clients et aux professionnels ou particuliers, comme il le souhaite. Et ce qui est important, ça sera en relation avec son propre agenda. Et il pourra envoyer des SMS de confirmation, des annulations, des reports de rendez-vous. Il pourra envoyer des devis parce qu'il aura les coordonnées. C'est un réel outil de travail. Hein. C'est pas seulement une vitrine du médiateur. Ça sera vraiment il aura la possibilité de travailler avec ses clients par cet intermédiaire. Seul le médiateur saisi aura les coordonnées du nouveau client. Hein. Ça c'est important. Hein. C'est très confidentiel quand même. Hein. Alors, merci Jean-Louis et merci Richard pour ces explications et ces détails sur la plateforme Allo Médiateur, qui n'a désormais plus de secret pour les personnes qui sont avec nous ce soir. Et je ne peux que vous inviter à aller visiter ce site pour voir voilà, qui est le médiateur ou quels sont les médiateurs qui pourraient être près de chez vous ou plus loin de chez vous. Effectivement, il n'y a pas de limite géographique. On parle d'un médiateur proche de chez soi par mesure de simplicité, mais vous pouvez très bien aller voir un médiateur qui est très éloigné. Si vous avez envie de voyager dans les Caraïbes, n'hésitez pas à aller voir les médiateurs qui sont là-bas. Voilà, allez visiter cette plateforme pour
en savoir un peu plus, voilà, vous familiariser avec. Et peut-être, Annie, qu'avant de conclure cette journée, nous pourrions aller faire un tour d'horizon. Maintenant, après avoir vu au cœur de la profession de médiateur, eh bien, le processus, la déontologie, l'éthique du médiateur, peut-être aussi une partie du vocabulaire voilà, et de la posture du médiateur, nous pourrions aller voir ceux qui vont côtoyer les médiateurs en dehors de leur profession et par là des enfants de certains médiateurs professionnels. Tu les as, Annie, interrogés, oui, les enfants exactement. des médiateurs professionnels, ou certains en tout cas, et tu as pensé à eux en te disant ça fait quoi d'avoir un papa ou une maman qui exerce la profession de médiateur? Est-ce que le fait d'être professionnellement dans l'entente, la résolution de conflits, est-ce que ça peut être utile à la maison ou pas? Tu es allée t'intéresser à eux. Tout à fait, oui, oui, je suis allée les voir. Alors, ça a été vraiment avec beaucoup de plaisir parce que on se disait quand même, voilà, quand on est enfant de médiateur, ou en tout cas qu'on est très proche d'un ou d'une médiateur professionnel, est-ce que ça aide ces enfants, bon, souvent qui sont des grands enfants, hein, est-ce que ça les aide dans leur vie de tous les jours, dans leur relation avec eux-mêmes, dans leur relation avec les autres? Et c'est ce qu'on a voulu partager avec vous. Donc, on vous montre ces quelques témoignages. Alors, je trouve qu'il y a des avantages quand même d'avoir une mère médiateur professionnel. Déjà, parce que ça nous a appris des techniques de communication. Et pour le coup, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, je trouve que c'est vraiment pas négligeable, quoi. Enfin, c'est vraiment enrichissant, surtout qu'il y a quand même un certain vocabulaire qu'on apprend dans la médiation professionnelle et qui est vraiment différent de ce qu'on entend dans la vie de tous les jours et qui se veut du développement personnel et tout, et qui est complètement éloigné de celui de la médiation professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'en médiation professionnelle, on a tout ce qui est concept d'entente, entente sociale, de l'adversité, alors que dans la vie de tous les jours, on va entendre parler de bienveillance, de tolérance, d'acceptation. Ouais. Et si on creuse un petit peu, on voit que c'est pas un vocabulaire positif en fait. C'est un vocabulaire qui, mine de rien, reste dans l'adversité. Parce qu'en fait, il n'est pas dans la reconnaissance de l'autre. De l'autre, en effet. Je sais qu'on a eu l'occasion, alors surtout toi, d'utiliser toutes ces techniques de notre vie, autant professionnel que personnel, mais c'est vrai que toi c'était surtout professionnel. En effet, quand tu as un client par exemple qui arrive, qui est pas content, l'échange ne sera pas forcément bien agréable, mais du coup avec toutes ces techniques là, j'ai pu comprendre que la personne en fait elle fait comme elle peut et avec ce qu'elle a. Donc à moi de prendre le recul nécessaire pour me rendre compte que la personne voilà, elle fait ce qu'elle peut quoi. Et c'est vrai que quand je mets ça en application, du coup aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour moi d'être en relation. D'être en relation, exactement, que ce soit professionnel ou personnel. Et surtout personnel, parce que c'est vrai que je me rappelle que tu avais une relation plutôt conflictuelle avec maman quand tu étais plus jeune. Du coup, c'était par rapport à mes notes scolaires, où maman voulait forcément que j'ai de bonnes notes. Il fallait travailler, etc. Et c'était pas vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on avait beaucoup de conflits, j'ai quand même envie de dire, par rapport à ça. Jusqu'au jour où en fait elle a accueilli le fait que j'étais comme j'étais, et ça a fait que notre relation est devenue beaucoup plus sereine en fait. Le fait que maman soit justement médiateur professionnel, c'est vraiment un apprentissage de tous les jours, parce que comme on est très proche de maman en fait, on parle vraiment tous les jours, on se perfectionne, on déconstruit ce qu'on pensait savoir. Et vraiment, je trouve qu'un événement qui a fait qu'on a vraiment pu se plonger là-dedans, c'est le premier confinement, où on était obligés de rester ensemble. Donc, on a choisi de parler. Ça nous a amené à nous questionner sur nos relations, notre relation à nous-mêmes, et est-ce qu'on a envie de changer des choses, avec quoi on est bien. C'est vraiment une décision, c'est un choix de vie de choisir d'être dans l'entente, en fait, de ne pas donner prise, de lâcher prise si jamais on a donné prise, de ne pas prêter de mauvaises intentions aux autres, de savoir qu'ils sont maladroits, qu'ils ne font pas exprès. Et surtout qu'ils font pas exprès. Ouais, et c'est pas contre nous. Ouais. Et vraiment, ça donne une autre vision de la vie parce que ça nous rend plus maîtres de notre vie. En effet, je vois ce que tu veux dire. En fait, je trouve que le fait de se rendre compte que l'autre fait comme il peut et est maladroit et que c'est pas fait exprès en fait, c'est pas volontaire, je trouve qu'au final ça dédramatise toute la situation. Ouais.
Peut-être que là où tu aurais pris la décision d'arrêter de fréquenter cette personne ou j'en sais rien, du coup, la décision que tu vas prendre sera tout autre. Ouais. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment top d'avoir un parent ou même un proche qui fait dans la qualité relationnelle, qui connaît l'ingénierie relationnelle ou qui est médiateur professionnel. Parce que si cette personne est praticienne, elle va appliquer ce qu'elle enseigne ou ce qu'elle connaît et ça bénéficie à tous finalement. Ça bénéficie à toutes les personnes qu'elle connaît et même ces personnes-là vont... Exact. Ça va avoir un effet positif, voilà, un effet boule de neige qui au final augure une toute nouvelle société. Enfin, c'est peut-être très audacieux de penser ça, mais c'est petite touche par petite touche qu'on change le monde. Exactement. Cette année au lycée, j'étais parmi le conseil de lycéenne. Quand il y avait des problèmes ou quoi, j'arrivais à voir la situation avec beaucoup de recul et essayer de dire aux autres membres que si c'était la personne qui réagissait de cette manière-là et qui causait un problème ou des tensions, c'était pas forcément contre nous ou contre l'autre. C'est peut-être qu'il y avait des problèmes de son côté ou il avait ses raisons et tout. Et en fait, ça m'a permis de voir les choses différemment et d'essayer d'apaiser les tensions. Et finalement, maintenant, c'est moi qu'on vient voir quand il y a des problèmes ou quoi, ou quand il y a des situations un peu compliquées pour avoir un œil extérieur et voir un ensemble de la situation plutôt. Peut-être que tu as un exemple bien précis d'une situation en tête. Notre bal de fin d'année a été annulé. Et le président du CVL était très en colère parce que le lycée était un peu contre nous. Et en fait, je lui ai fait comprendre que peut-être qu'il y avait des conditions sanitaires, que peut-être qu'il y avait aussi la préfecture, la ville et tout qui n'étaient pas forcément tous d'accord et qu'il n'y avait pas forcément le lycée qui était contre nous et qui voulait nous bloquer ou quoi. Et que c'était peut-être une décision d'ensemble. Et finalement, ça l'a fait un peu réfléchir et il a compris que, effectivement, c'était pas contre lui personnellement ou contre tout ce qu'il avait essayé de construire, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. L'ingénierie relationnelle a grandement facilité mon approche de toute personne. Je suis vraiment né avec, en fait. Donc, dès que j'avais 6-7 ans, j'ai eu ces dialogues, ces discussions au sujet de la qualité des relations, de moi, des autres, de la conscience, de ce qui fait que les relations se dégradent. Donc, ça donne des repères de pensée qui m'ont permis aussi bien vis-à-vis de moi-même de ne pas m'emporter dans des logiques ou dans des spirales où j'allais m'effondrer, me victimiser ou apprendre tout de manière affective ou difficile. Ça m'a permis de créer de la distance, personnellement. Et lorsque l'on a conscience qu'une personne qui s'exprime ne s'exprime qu'en fonction de son point de vue et de son interprétation des choses, ça me permet de me dire, de toute façon, elle peut bien insulter ma mère ou qui que ce soit dans ma famille, ce n'est que son point de vue sur cette personne, et d'autant plus, c'est une personne qu'elle ne connaît pas. Donc, ce simple raisonnement et ce type de logique qui font partie intégrante de l'apprentissage de l'ingénierie relationnelle me facilite vraiment, c'est le lâcher prise. Le fait d'avoir été sensibilisé à ça tôt et d'avoir constaté l'utilité qu'il y en avait pour moi dans ma vie, et aussi celle que certains de mes amis, de mes proches ou de mes rencontres ont pu tirer de mon enseignement. Un ami auquel je pense particulièrement qui avait des difficultés avec son employeur et il m'a fait part de sa situation et j'ai pu lui permettre de réfléchir sur la manière dont il interagissait, sur les enjeux, sur son projet, sur ce qu'il souhaitait, sur ce qui le motivait. Et le fait de l'aider à préciser ces choses-là ont amélioré le lien qu'il avait avec son employeur et lui ont permis de lui-même décider de la manière dont les choses allaient se passer. C'est sûr que ça responsabilise ce type de réflexion. Elles ne sont pas encore données à tout le monde aujourd'hui. Quand on les a, ça travaille sur la conscience de soi, des autres et de l'environnement. Moi, je trouve ça très intéressant parce que donc, ma mère est aussi avocate et je trouve que c'est une alternative au milieu juridique qui est vraiment essentielle puisque souvent quand il y a des conflits, aller directement chercher une sanction posée par un arbitraire, je trouve que ça peut être dommage parce qu'il peut y avoir une bonne relation initialement en fait. Et donc le fait de pouvoir essayer de revenir sur ce qui a dégradé la relation, ça peut permettre de l'améliorer ou d'avoir un accord commun. Donc je pense que c'est un outil que j'aimerais bien pouvoir, quelque chose que j'aimerais bien pouvoir approfondir dans les connaissances là-dedans pour pouvoir, dans mon futur métier, soit l'appliquer
pour d'autres personnes, soit moi essayer d'améliorer mes relations avec des personnes que je pourrais rencontrer. Une fois, j'avais donc pas un problème avec un camarade de classe, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait en fait pour pouvoir bien travailler. Et c'était quelque chose qui n'aurait été pas forcément agréable pour lui si je lui disais. Et donc, j'en avais parlé donc, à ma mère qui m'a dit bah, ce que tu vas lui dire, ce ne sera pas forcément très agréable pour lui. Donc, avant de lui dire directement, tu le préviens. Tu lui dis bah, j'ai quelque chose à te dire, c'est important pour moi, mais ça ne sera pas forcément facile pour toi de recevoir cette information. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose à laquelle je n'aurais jamais pensé, enfin, je ne pense pas que j'y aurais pensé spontanément, et qui m'a permis vraiment de me rendre conscience que, par exemple, donc prévenir quand on a quelque chose à dire qui peut être difficile. Déjà, honnêtement, moi, ça m'a un peu déculpabilisée, du fait de lui dire, bah, je lui dis plus gentiment, en fait, de me rendre compte de ça, et que lui, c'est peut-être plus facile aussi à recevoir parce qu'il était un peu préparé. Au début, je pense qu'il était un peu interloqué parce que c'est vrai que quand on reçoit une information comme ça, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai sur le coup, bah, il n'était pas forcément très heureux parce que le message que j'avais à lui faire passer, c'était pas quelque chose de très sympathique. Mais après, il m'a quand même un peu remercié de lui avoir dit. Et au final, ça a permis. Bah, moi, j'étais plus à l'aise en classe et je pense que lui aussi, au final, ça a permis une meilleure relation. Mes parents qui sont tous les deux médiateurs professionnels, ça fait qu'à la maison, on en entend beaucoup parler tous les jours. Et du coup, ils développent leurs idées dessus, mais moi, je suis juste à côté, j'écoute d'une oreille distraite. Quand je compare avec les parents des extérieurs, il y a une grande différence. Eux sont directement dans la réprimande, je dirais. Mais mes parents, c'est juste, ils me parlent, mais sans m'accuser de quoi que ce soit, ni rien, donc sans dégrader la relation d'aucune façon. Ça fait plusieurs années que je suis en contact avec la médiation, du coup, donc dans la vie de tous les jours. Donc forcément, il y a quelques idées que j'apprends, que je retiens, et du coup, je les reproduis, mais inconsciemment, avec les autres personnes. Mais c'est pas vraiment des techniques de médiateur, c'est juste une façon de parler, parce que du coup, je parle par mimétisme comme mes parents. Forcément, comme je suis beaucoup plus en contact avec mes parents qu'avec tout le reste du monde, les autres personnes, leur mode de vie, leur façon de parler devient juste normal pour moi. Je pense que ça rend la vie un peu plus facile à vivre en famille parce que du coup, il y a vraiment très, très, très peu de conflits dans nos relations. Moi, après, je suis un adolescent, donc forcément, je suis pas très facile à vivre avec mes parents, mais ça, c'est normal. Mais que mes parents soient médiateurs, ça améliore nos relations. Et quand je compare avec les parents de mes amis, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, après, c'est peut-être encore une fois que moi, ça me paraît normal d'être dans une famille de médiateurs, mais que d'autres non, et que ça me paraît donc un peu étrange. Différent plutôt. Différent serait mieux qu'étrange. Ben, merci à tous ces enfants, ces grands-enfants de médiateurs professionnels. En fait, ce qu'on voit, c'est que dès lors que l'on parle de relations, ben, tout le monde est intéressé. Et évidemment, ces enfants qui baignent tous les jours dans les concepts, mais aussi dans toute l'instrumentation de l'ingénierie relationnelle, ils trouvent de l'intérêt parce que ça leur permet d'envisager, c'est dit d'ailleurs dans les vidéos, d'envisager autrement leurs relations. Il y a certains qui parlent effectivement de la facilité qu'ils ont de pouvoir prendre de la distance, là où avant ils s'impliquaient émotionnellement. Maintenant, effectivement, c'est pour eux beaucoup plus facile. Et ça nous donne quand même une idée sur le fait que, mais c'est une idée qu'on a déjà depuis longtemps, sur le fait que ça serait quand même important qu'il y ait à l'école une matière qui s'appellerait ingénierie relationnelle. Ça, c'est évident. Voilà. En plus des maths et du français. Bien sûr, et de l'histoire et tout le reste, ingénierie relationnelle, ça aurait vraiment tout son sens. D'ailleurs, il faut préciser qu'il y a au sein de la CPMN des commissions qui sont animées par plusieurs médiateurs professionnels. Je pense à Charline, je pense également à Edith qui le dira demain, je crois. Justement, la prochaine GIMP, c'est-à-dire la prochaine journée internationale de la médiation professionnelle, est sur ce sujet, sur le sujet des enfants, de l'instruction, de cette nécessité de réfléchir, mais vraiment fortement, à mettre de cette matière dans les enseignements scolaires. Voilà, donc en tout cas, merci à eux. Merci Agnès, on a passé une bonne soirée. Je pense qu'on a quand même dressé un tableau assez complet de ce qu'est l'intervention du médiateur quand il intervient dans le cadre de la résolution d'un conflit. Hein, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, il me semble aussi que ça fait quand même beaucoup d'informations. Voilà, tout à fait. Qui s'ajoutent à celles de ces 2 dernières journées. Merci beaucoup, Annie, pour cette co-animation et pour l'organisation de toute cette semaine-là. Merci à toi. Voilà, c'était avec plaisir. Vraiment, je vous souhaite à tous une très bonne soirée parce que il est déjà tard, donc peut-être que vous avez déjà commencé à dîner ou peut-être même que la vaisselle est déjà faite. En tout cas, on vous retrouvera demain, puisque demain, avec Jean-Bruno Chantraine et Jérôme Bessin-Guéral, on va parler de la profession de médiateur au service des ententes. Alors, on va parler lors de ce webinaire des structures qui accompagnent et qui encadrent la profession de médiateur. On va parler des projets des médiateurs professionnels, on va parler encore une fois de médiation judiciaire. Bref, le programme est très alléchant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Agnès, merci à tous et à demain. Merci et bonne soirée.